modéliser un peu, c'est-à-dire que vous aviez un peu les scénarios en temps avec les scénarios bleus qui étaient stables. On est déjà sorti. Il est encore temps de se remettre sur une sorte d'orbite où on serait dans une Terre un peu plus chaude, mais gérable, où on peut partir vers des horizons complètement ingérables. Et si on continue comme on continue actuellement, sans faire vraiment d'efforts, et sans faire tous les efforts que j'ai évoqués, qui paraissent insurmontables, eh bien on va vers ces horizons invivables. Donc, d'une certaine manière, quel est le choix? Le choix, c'est soit on fait beaucoup d'efforts et on garde une Terre vivable, soit on dit, bah non, c'est pas possible de faire des efforts, et on va vers une Terre invivable. Alors, invivable à quel point? Là, j'ai trouvé quelques études. Par exemple, un des auteurs de cette modélisation, qui était directeur de l'Institut de recherche de Potsdam sur le changement climatique, a dit, voilà, dans ce scénario planète étuve, la Terre ne pourrait plus permettre la survie que d'1 milliard d'êtres humains. C'est-à-dire potentiellement la mort de 7 humains sur 10, actuellement. Donc, une autre étude qui est parue là juste en février, qui a été sur des modélisations de la biodiversité, où en disant, donc au-delà de plus 2,9 degrés, 95% de la biodiversité terrestre pourrait disparaître, sauf peut-être dans quelques niches. 95% de la biodiversité terrestre, si ça arrive, je ne suis pas sûr que l'humanité pourra vraiment le supporter, ni même qu'elle ne fera pas partie de ces 95%. 2,9 degrés. Si on respecte l'accord de Paris, si on ne fait pas mieux que l'accord de Paris, actuellement, on est sur des trajectoires de 3, plus 3, plus 3,5. Donc on est déjà, même au mieux, même si on respecte l'accord de Paris, même si on arrive à convaincre Trump, c'est pas suffisant. Alors vous allez me dire, je vous décourage complètement. Mais si on ne prend pas conscience de ça, si on ne prend pas conscience de l'ampleur de ce qu'il faut faire, eh ben on ne le fera pas et on ira vers ces horizons de Terre étuve. Donc, soit on prend vraiment conscience de la gravité, et là vous voyez que c'est hyper grave, soit on fait rien. Alors, ça peut être encore pire. Il y a encore des menaces, par exemple, avec les hydrates de carbone ou de méthane, c'est-à-dire dans les tourbières, il y a du carbone gelé. Bon, on ne sait pas ce que ça peut faire, mais il y a des modèles qui, notamment, c'est le scénario notamment du film Le jour d'après, où il pourrait y avoir un blocage de la circulation nord-atlantique lié au Gulf Stream. Dans ces cas-là, ça pourrait provoquer un effet paradoxal qui pourrait être une glaciation. Alors certains disent, ça pourrait résoudre le problème. Pas du tout. On pourrait reglacifier le nord, et on pourrait avoir une mini-période glaciaire pendant à peu près 1 millier d'années sur l'Amérique du Nord et l'Europe du Nord. Alors, ça pourrait être une manière de résoudre les problèmes parce que si on a une mini-ère glaciaire, eh bien, il ne restera pas beaucoup d'Européens là-dessus. Il restera les centrales nucléaires qui pèteront forcément. Donc, ce n'est pas forcément quelque chose de joyeux et ce n'est pas parce qu'on partirait vers une ère glaciaire que ça résoudrait les problèmes, ça en créerait d'autres. Un petit peu comme quand il y a un incendie dans une maison, c'est pas parce que les pompiers arrivent et vont jeter de l'eau que ça va résoudre le problème. Quand on jette de l'eau sur une maison en feu, souvent d'ailleurs les dégâts les plus importants sont faits par l'eau plutôt que par le feu. Alors, OK boomer. Vous avez sans doute entendu cette expression. C'est un petit peu un peu la réponse de certains jeunes maintenant, à dire face à des vieux, entre guillemets, j'en fais partie, j'essaie de rester jeune d'esprit, dire il faut changer, et c'est pour ça qu'il y a des jeunes qui font grève maintenant, notamment le vendredi. Alors, on l'a notamment le mouvement de Greta Thunberg depuis 2018. Alors, ce qui est intéressant, c'est de voir qu'elle est attaquée sur plein de choses en disant, qu'est-ce qu'elle sait du réchauffement climatique? Quel est le discours de Greta Thunberg? Les travaux scientifiques sont à peu près unanimes, il faut suivre les travaux scientifiques, sauf que nos dirigeants ne vont pas suivre les travaux, les recommandations des milieux scientifiques et vont dire que Greta Thunberg n'est pas compétente. Donc, en fait, tout ça pour surtout ne rien faire dans tous les cas.
Autre réaction, alors que certains vont trouver extrémiste, mais que personnellement je trouve plutôt réaliste, enfin, ou en tout cas à la hauteur de ce qu'il faut dire, des mouvements comme Extinction Rebellion. Donc là, pareil depuis 2018, mais ça émerge parce qu'il y a la conscience par une partie des jeunes qui sont sacrifiés par leurs aînés. Et notamment 4 exigences qui me paraissent assez fondamentales. La première, c'est la reconnaissance de la gravité de l'urgence des crises écologiques actuelles. Ce que j'essaye de vous montrer. Mais ça, c'est rarement montré, parce que justement, la plupart des démonstrations vont être faites, bien sûr, en disant que c'est grave, mais en ayant tendance à minimiser. Là, je n'ai pas essayé de minimiser, désolé pour vous, mais je pense qu'il faut tenir ce discours de vérité si on veut que les choses avancent. Deuxième, réduction immédiate des gaz à effet de serre, et vous voyez qu'eux parlent de neutralité carbone en 2025, ça serait l'idéal, je ne suis pas sûr qu'on y arrivera, mais il vaut mieux se fixer des objectifs ambitieux. Arrêt immédiat à la destruction des écosystèmes, bien sûr, il faut arrêter de détruire les forêts et faire attention aux océans, et création d'une assemblée citoyenne pour préparer une transition juste et équitable, car bien sûr, là c'est l'argument de certains, on ne peut pas arrêter la croissance ni le développement parce qu'il y a des pauvres. Bien sûr, il faut bien sûr tenir aussi compte des situations des populations défavorisées ou qui sont en situation de détresse, mais ce n'est pas en ne luttant pas contre le réchauffement climatique qu'on améliorera leur situation, au contraire. Alors, un exemple de réussite, je vous l'avais annoncé, c'est celui de la couche d'ozone. Il est intéressant parce qu'il permet de voir qu'en l'espace de quelques années, vous voyez, la découverte du trou d'ozone, c'était en 1985, protocole de Montréal en 1987 pour donc limiter les CFC, qui étaient les principaux produits qui provoquaient ce trou de la couche d'ozone, et 1989, entrée en vigueur de ce protocole. C'est-à-dire que face à un problème comme le trou de la couche d'ozone, 4 ans ont été suffisants pour résoudre les problèmes. On a vu là que ça fait 40 ans qu'on est dans l'inaction pour le climat. Alors pourquoi cette inaction? Plusieurs raisons, et contre lequel il faut se battre aussi. Première chose, pour le protocole de Montréal, il n'y avait que quelques secteurs industriels qui étaient concernés. Donc c'était plus facile de dire à certains secteurs industriels, vous arrêtez vos activités, vous produisez plus tel gaz, parce que, notamment pour la réfrigération, etc., parce que c'est mauvais pour la planète, donc vous cherchez d'autres gaz. Et surtout, un des éléments qui était moteur, c'était que c'était les pays au nord qui étaient les plus concernés. Et là, c'est pour ça que je me bats depuis des années contre les discours qui disent que ce seraient les pays au sud qui seraient les plus vulnérables, à la fois parce que vous avez vu que ce n'est pas vrai, qu'on est tous dans le même bateau et que les pays du Nord sont largement aussi exposés que les pays du Sud, mais qu'en tenant ce discours qui n'est pas vrai, c'est aussi très démotivant pour les populations qui voient l'ampleur de ce qu'il y a à faire et qui se disent « Oh, tant pis, avec un certain cynisme, ça sera ces pauvres Africains qui vont subir ça, même s'ils ne sont pas beaucoup responsables. » Donc là aussi, il faut arrêter et dire non, à la fois, bien sûr, on est tous dans le même bateau au nord et au sud, et on ne subira pas moins les conséquences. Et donc, on parle moins du trou de la couche d'ozone, mais ça donne aussi une idée de l'inertie. Voilà des images, vous voyez, entre 2006 et 2015. Le trou de la couche d'ozone, il est toujours là. Il a été stabilisé. Voilà une image de 2019. 2019, il est toujours là. Et voilà les prévisions pour 2041-2065. Donc, c'est une bonne nouvelle. Ça montre que le trou de la couche d'ozone, en un siècle, il aura été résorbé. Donc, parce qu'il y a eu une volonté très très forte, le problème va être résolu. Là, c'est surtout sur l'Antarctique, donc pas beaucoup de personnes sont concernées, ça limite les dégâts. Mais il faut se dire aussi que le réchauffement climatique, il a cette même inertie d'un siècle. Donc, il faut commencer à lutter maintenant pour arriver à des résultats. Alors, on va repartir un peu du début, maintenant qu'on sait. Qu'est-ce qu'on fait ? On sait que finalement, si on n'agit pas, on va avoir dans les prochaines décennies des catastrophes, un petit peu comme celle qui a fait disparaître les dinosaures et qui pourrait nous faire disparaître. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on attend de savoir ce qui va se passer? On dit « Ah oui, mais il y a encore des incertitudes, tous les modèles ne sont pas d'accord ».
Est-ce qu'on fait rien en disant, bah oui, mais on a notre mode de vie, on a notre pouvoir d'achat, on ne va pas changer? Ou est-ce qu'on exige des dirigeants, parce que je pense que c'est là la solution, exiger des dirigeants qui prennent les choses en main, quelque part, et s'ils ne les prennent pas en main, qu'ils laissent le pouvoir à d'autres. Alors, ça amène à exiger un certain nombre de choses qui pourront vous paraître irréalistes ou utopistes, mais déjà l'urgence de la reconnaissance de la gravité de la situation. Tant que cette situation ne sera pas actée officiellement par les dirigeants, et que ce soit d'ailleurs à la fois les organisations internationales, certaines le font un petit peu, les pays et les dirigeants des grandes entreprises, tant qu'on restera dans un semi-déni ou dans un flou, eh bien, on n'avancera pas. Il faut qu'il y ait une reconnaissance. Oui, on est dans une situation extrêmement grave, avec une urgence extrême, et il faut vraiment prendre des mesures à la hauteur de la gravité de la situation, comme si on avait un astéroïde qui fonçait sur nous, et on va se dire, il faut mettre tous les moyens pour faire exploser cet astéroïde qui nous menace. Et bien là, c'est le réchauffement climatique, avec quand même la possibilité de dire on pourrait boycotter. Il faudrait par exemple boycotter les États-Unis. Ça paraît irréaliste, mais si on était cohérent, on boycotterait les États-Unis en disant on n'achète plus aucun produit américain tant que les États-Unis n'ont pas décidé de réintégrer l'accord de Paris, qui lui-même est même insuffisant, mais ça serait déjà un grand pas. Donc là, il faut du courage politique. Malheureusement, nos décideurs n'en ont pas beaucoup. Horizon zéro carbone fossile d'ici 2050. Comme je le disais au début, ça devrait être l'horizon de n'importe quel projet, y compris les projets municipaux que l'on a ici. Arrêt de tous les conflits armés. Alors là, c'est encore, vous l'allez dire, c'est de l'utopie. Et arrêter de fabriquer des armes. Mais on a vu que la somme serait considérable. S'il y a vraiment une urgence, si les dirigeants reconnaissent qu'il s'agit de sauver l'humanité, pour sauver l'humanité, on peut peut-être arrêter quelques années de se battre. Sortir de la logique de développement même dit durable, alors ça sera peut-être paradoxalement le plus dur. C'est-à-dire que le développement durable est probablement la logique qui entretient le plus la société de consommation, en laissant croire qu'on peut avoir du développement qui non seulement permet à tous de consommer plus, mais en plus en faisant semblant de respecter l'environnement. Donc, il va falloir sortir de ça, sortir bien sûr de l'obsolescence programmée, mais tous nos industriels sont encore dans l'obsolescence programmée parce que c'est ça qui fait fonctionner la société de consommation de masse. Création d'une taxe internationale pour agir sur le réchauffement climatique et assurer un minimum vital à l'humanité, en tout cas en situation la plus précaire, la fameuse taxe Tobin qui est un serpent de mer, arrêt de construction des centrales nucléaires, moratoire sur les coupes de forêt et sur la surpêche, et aussi réduction, alors ça va bien sûr poser un problème à certains, mais réduction maximale de l'élevage et de l'aviation, puisque, je n'ai pas donné tous les chiffres, mais sinon ma conférence aurait été 10 fois plus longue, ce sont des éléments qui polluent le plus. Alors, de l'utopie, vous allez dire, finalement c'est un rêveur, etc. Mais on est un peu dans une situation où c'est l'utopie ou le chaos. Donc on est vraiment au pied du mur. Soit on reconnaît qu'on est au pied du mur, soit, on va voir. Alors, anticiper, limiter, se préparer à l'ampleur des changements. Donc, on a vu qu'on allait subir des changements qui vont être graves, qui ne vont pas être faciles, tout le monde n'y survivra pas, mais on peut essayer de limiter les dégâts. Et c'est ça. Et si on ne fait pas ce travail pour limiter les dégâts, eh bien, de toute façon, on va le subir. De toute façon, l'effondrement, il est là. Alors, on ne sait pas forcément à quelle échéance, mais dire, non, si on commence à décroître, on va aller vers l'effondrement. De toute façon, si on ne décroît pas, il y aura l'effondrement. Donc, soit on choisit et on essaye de limiter intelligemment, soit on subit et on ne limitera rien. Et quelque part, et c'est aussi un message positif, finalement, bien sûr, il y aura des drames, bien sûr, ça va être difficile, mais c'est peut-être une chance, paradoxalement, pour l'humanité, une chance de faire un monde plus humain. C'est-à-dire qu'on réalise en même temps, quand on travaille sur ces questions, que notre monde, il est loin d'être humain. Il y a plus de 800 millions de personnes qui sont sous-alimentées actuellement. Donc, quand on dit, voilà, il faudrait toujours plus de développement pour ces pauvres sous-alimentés, si l'humanité avait voulu résoudre le problème, ça ferait longtemps qu'il serait résolu. Donc, l'humanité aussi
acceptent ou ferment les yeux sur un monde qui est de toute façon assez inhumain, donc il y a des choses à changer. Alors, qu'est-ce qui serait urgent de faire aussi? Alors, plus concrètement, parce que une des premières choses alors s'il y a des jeunes qui sont branchés en informatique, c'est finalement de dénoncer aussi les vrais criminels contre l'environnement. C'est-à-dire que les vrais criminels ne sont pas forcément des petites personnes qui vont polluer, mais ça va surtout être des dirigeants qui refusent d'appliquer les accords de Paris ou des entreprises dirigeants de grandes multinationales qui ne font aucun effort. Aussi, aussi justement s'emparer du web pour être positif, montrer qu'il y a eu des grands défenseurs de l'environnement dans l'histoire, donc montrer qu'il y a eu des combats et que certains ont réussi, comme ce que j'ai montré pour le protocole de Montréal. Et puis, il faut arriver à une assemblée internationale de jeunes pour valider les transitions. Et donc manifester aussi dans la rue, je crois que c'est important, et ou porter un bandeau vert. Alors, je vais me poser un peu, je ne sais pas s'il y a un peu de rallonge. J'ai amené mon bandeau. C'est une idée que j'ai eue il y a quelques années et que j'ai décidé d'appliquer à la rentrée, de mettre un bandeau vert. Tous les vendredis, je vais à l'université avec ce bandeau vert, donc pour les cours, pour l'instant que les vendredis, je le mettrai peut-être un jour en permanence, donc quand il y a des réunions avec les collègues, parfois on me regarde bizarrement, et ça m'a été inspiré par le mode de grève japonais, en disant, voilà, les Japonais, quand ils font grève, ils ne peuvent pas forcément faire grève tout le temps, et puis ils font ça en mettant plutôt, eux, c'est un bandeau blanc, pour marquer une protestation. Parfois, on se sent impuissant. On se dit, on ne peut rien faire. On n'arrive à rien, et puis on est tout petit. Mais ça n'empêche pas de dire qu'on n'est pas d'accord. Et quelque part, pour moi, ce bandeau vert, c'est... là, parfois, on va me dire, oh, tiens, c'est une tortue ninja ou autre. Mais pas grave. C'est ma manière de dire modestement, à ma petite échelle, que je ne suis pas d'accord et qu'il faut se battre. Et alors, peut-être aussi que et là c'est un autre message d'espoir, à regarder quand même les luttes et voir qu'à la veille de l'accord de Paris, en septembre 2014, il y avait eu la première grande, enfin il y en avait eu d'autres avant, mais la première vraie grande manifestation mondiale pour le climat. Il y avait eu près de 700 000 personnes dans les rues. Et c'était impressionnant. Alors ça avait été d'ailleurs beaucoup aux États-Unis, on critique beaucoup les États-Unis, mais notamment là c'était à New York, où il y avait eu près de 400 000 personnes à New York. Mais partout dans le monde, il y avait eu des défilés. Et la dernière grande manifestation qu'il y a eu en septembre 2019, il y a eu 7 600 000 personnes. Vous voyez, ça en 5 ans, ça a plus de multiplié par 10. Donc ça montre qu'il y a quelque chose qui commence à frémir, sauf que c'est un frémissement qui est tout à fait insuffisant. En dessous de 700 millions, c'est-à-dire que ça a été multiplié par 10, il faut que ça soit multiplié par 100 en 1 an. C'est-à-dire que si on arrive en 1 an à ce que 700 personnes, 700 millions, c'est pas beaucoup, 700 millions de personnes descendent dans la rue, ou portent un bandeau vert, parce que quelque part, l'avantage, c'est toujours le même problème de la grève, on le voit bien avec tous les mouvements, on ne peut pas être en grève tout le temps, notamment les gens perdent du salaire, etc. L'avantage de porter du bandeau vert, on pourrait avoir d'autres solutions, il y en a qui disent on pourrait mettre un brassard, mais moi, brassard, je trouve que ça fait deuil. Moi, je préfère le côté warrior, le côté combattant du bandeau, qui est plus visible aussi, qui est plus combattant, plus militant, en disant on peut tout à fait. Alors, c'est bien sûr, j'ai des collègues qui me disent t'as du courage de mettre ça parce que moi je le ferai pas.
Mais c'est un petit courage, mais ça permet aussi de manifester sa désapprobation en disant, ben voilà, je ne peux pas forcément m'empêcher de travailler, notamment quand j'ai cours le vendredi, ben j'ai mes étudiants qui m'attendent, j'ai aussi des choses à leur transmettre, mais au moins, je véhicule ce message que je ne suis pas d'accord. Et donc, je terminerai, ce sera ma dernière diapo, sur le fait qu'on peut décider de rien faire et que ce n'est pas honteux. Pourquoi c'est pas honteux? Parce que c'est énorme. Parce que c'est normal d'avoir du désarroi. C'est normal d'être angoissé. C'est normal de se sentir impuissant. J'ai eu ce problème, je l'ai encore régulièrement, vous l'entendez à ma voix en ce moment. Mais je crois qu'il faut... Enfin, bien sûr, on peut se dire, ben voilà, on ne peut rien faire, on renonce. Et pourquoi renoncer? Parce que c'est une révolution mentale qui nous dépasse tellement. C'est une remise en question de tous nos comportements, de la plupart des valeurs, de richesse, d'avoir, de possession. Donc, c'est une révolution sans précédent depuis peut-être la révolution copernicienne ou la révolution darwinienne ou freudienne peut-être, de changer complètement de mentalité, de dire il faut changer nos valeurs. Il faut aller vers des valeurs de sobriété, des valeurs d'humanité, renoncer aux biens matériels, complètement utopiste, on pourrait croire. Mais justement, c'est l'utopie ou le chaos. Donc, est-ce qu'on a vraiment le choix? Alors, et si on ne le fait pas? Si on ne le fait pas, qu'est-ce qu'on aura? On peut espérer vivre quelques années ou quelques décennies, parce que, bien sûr, les dégâts vont être progressifs. Donc, ceux qui ont plus de 50 ans peuvent même se dire oh, je le subirai pas, je serai mort avant. On peut aussi croire dans des miracles scientifiques. J'aimerais le croire et je serai le premier, et je suis le premier à applaudir quand il y a des grandes découvertes scientifiques qui peuvent aider. Mais là, c'est de la croyance en miracle et je suis plutôt de ceux qui ont envie de dire aide-toi, le ciel t'aidera. Croire, ne s'en remettre qu'au miracle, même scientifique ou technologique, c'est très périlleux vu l'état de la situation de la planète. Et en même temps, les petits gestes ne suffisent pas. Donc il faut vraiment prendre conscience de l'ampleur de la menace, surtout l'ampleur de la menace pour les jeunes et les générations à venir. Et agir à la hauteur des enjeux, parce que si on fait que des petites mesures, on se donnera peut-être bonne conscience, c'est bien, hein, on a besoin de se rassurer à certains moments, mais cette image des 5 Hiroshima par seconde, depuis que je l'ai découverte, ça me travaille aussi, il faut agir, il y a cette urgence, urgence qui amène aussi à se dire, il ne faut pas non plus faire n'importe quoi, mais il faut avoir conscience qu'il faut agir avec l'ampleur nécessaire face aux défis que l'on a devant nous. Voilà, je vais m'arrêter là. Désolé si je vous ai un peu brusqué ou poussé un peu vers des sentiments de désarroi, mais personnellement, je pense que c'est que comme ça qu'on va y arriver. Voilà, donc...